Imaginez, nous sommes en 1920 et Sigmund Freud, au sommet de sa renommée, publie un livre qui vient tout simplement dynamiter les fondations de sa propre théorie. Cet ouvrage, c'est Au-delà du principe de plaisir. Une exploration audacieuse, presque une spéculation, qui va poser une question vraiment dérangeante sur ce qui nous motive au plus profond de nous-mêmes. Voilà, c'est ça la question radicale que Freud met sur la table. Une question qui va nous forcer à regarder ce qui se cache sous la surface, bien au-delà de nos motivations les plus évidentes. Il faut comprendre qu'avant 1920, la carte de notre monde intérieur, pour la psychanalyse, semblait assez simple, en fait. Tout l'édifice reposait sur une seule grande loi, un principe qui paraissait totalement universel. Alors, c'était quoi cette grande règle du jeu? C'était ce qu'on appelle le principe de plaisir. L'idée est vraiment simple. Notre esprit, par défaut, cherche à fuir la douleur et à rechercher le plaisir. Une tension qui monte, c'est vécu comme désagréable. Une tension qui baisse, ah, là c'est agréable. C'était la boussole qui semblait guider absolument toutes nos actions. Bon, évidemment, ce n'est pas une quête de plaisir totalement anarchique. Ce principe est tempéré par un autre, le principe de réalité. En gros, pour survivre, on apprend à attendre, à retarder la satisfaction, on accepte un petit déplaisir maintenant pour obtenir un plaisir plus grand ou plus sûr plus tard. C'est le compromis de base pour vivre en société. Mais l'objectif final, lui, ne changeait pas. C'était le plaisir. Seulement voilà. Freud est un observateur hors pair. Et il commence à remarquer des choses, des comportements qui ne cadrent pas du tout avec cette belle théorie. Des fissures apparaissent, des phénomènes qui restent tout simplement inexplicables avec cette carte de l'esprit. La première grosse fissure, elle apparaît avec un drame bien réel. Les traumatismes de la Première Guerre mondiale. Les soldats qui en reviennent sont hantés. Nuit après nuit, leurs rêves ne leur apportent aucun réconfort. Bien au contraire, ils les replongent brutalement dans l'horreur des tranchées, leur faisant revivre encore et encore la scène de leur traumatisme. Et c'est là que ça ne colle plus du tout. Un rêve, ce n'est pas censé être l'accomplissement d'un désir, même déguisé. Normalement, si. Mais là, dans ces cauchemars, le rêve ne fait que répéter une souffrance pure, brute. Alors pourquoi l'esprit s'infligerait-il ça? Ça défie complètement le principe de plaisir. Et la deuxième énigme, elle est beaucoup plus intime. Freud la trouve en regardant son propre petit-fils, âgé d'1 an et demi. Le petit joue avec une bobine de fil. Il la jette hors de son berceau en disant une sorte de « oh, oh, oh » que Freud interprète comme « fort »,« parti » en allemand. Puis il tire sur le fil pour la ramener vers lui avec un « da » joyeux, qui veut dire « la ». Et là, l'analyse que Freud en fait est juste brillante. Pour lui, ce jeu n'a rien d'anodin. L'enfant est en train de rejouer le départ et le retour de sa mère. Mais ce qui est crucial, c'est qu'il répète activement une expérience déplaisante, la disparition de sa mère, pour la transformer en un jeu dont il est le maître. Alors oui, il y a un plaisir à la fin, celui de la maîtrise, mais il passe d'abord par la répétition d'un déplaisir. Encore une fois, le principe de plaisir seul ne suffit pas à expliquer ça. En reliant ces deux observations si différentes, les cauchemars des soldats et le jeu de son petit-fils, Freud va identifier une force psychique plus fondamentale, une sorte de démon intérieur qui nous pousse à répéter encore et encore. Il va lui donner un nom, la compulsion de répétition. C'est cette force qui nous pousse de manière quasi automatique à revivre des expériences du passé. Et le plus troublant, c'est qu'on le fait sans s'en souvenir consciemment. On a l'impression de vivre quelque chose de nouveau, alors qu'en réalité, on ne fait que rejouer un vieux scénario. C'est une force qui s'impose à nous, au-delà de notre volonté. Et là, c'est le point de bascule. Parce que cette compulsion de répétition, attention, ce n'est pas juste une petite exception qui confirme la règle. Pas du tout. Freud réalise qu'elle est plus ancienne, plus fondamentale, plus pulsionnelle. C'est une force qui agit bien avant ou bien au-delà de notre simple quête de satisfaction. Et cette découverte, l'idée qu'il y a une force plus élémentaire que le plaisir, ça va amener Freud à sa théorie la plus radicale, la plus controversée, mais peut-être aussi la plus profonde. C'est un tournant majeur, pas seulement pour la psychanalyse, mais pour notre compréhension de la vie elle-même. À partir de là, le raisonnement de Freud devient presque spéculatif. C'est vrai, mais il a une logique implacable. Si une pulsion, par définition, cherche toujours à restaurer un état antérieur, alors cette compulsion de répétition, la plus fondamentale de toutes, doit chercher à nous ramener à l'état le plus ancien qui soit. Et la conclusion à laquelle il arrive est aussi simple que vertigineuse. Je cite. Le but de toute vie est la mort. Cette force qui nous pousse à répéter serait en réalité une pulsion fondamentale.
Une pulsion qui chercherait à ramener tout ce qui est vivant à l'état inorganique, l'état d'où la vie a émergé. C'est la naissance du concept de pulsion de mort, que l'on nommera plus tard Thanatos. C'est une tendance fondamentale à la décomposition, au retour à l'inerte, à l'état de tension zéro. Elle est silencieuse, elle travaille en sourdine, mais pour Freud, elle est le moteur premier de l'existence. Alors là, vous imaginez bien, cette idée, elle bouleverse complètement la carte de l'esprit. Ce n'est plus un territoire tranquille gouverné par le plaisir. Non, ça devient un immense champ de bataille, presque cosmique, entre deux forces primordiales et opposées. L'on a donc, maintenant, une nouvelle grande dualité. D'un côté, il y a Eros, les pulsions de vie. Elles regroupent tout ce qui unit, ce qui lie, ce qui construit et préserve. C'est la force de l'amour, de la sexualité, de l'autoconservation. Et de l'autre côté, il y a Thanatos, les pulsions de mort, qui, elles, tendent à la dissolution, à la séparation, au retour à l'inanimé. Pour simplifier, on pourrait presque faire une analogie avec la physique. Eros, les pulsions de vie, ce serait comme la force qui conserve l'énergie, qui maintient les structures complexes. Et Thanatos, la pulsion de mort, ce serait l'entropie, cette tendance inévitable de tout système à se dégrader, à retourner au désordre et à l'inertie. Ce que ça implique est assez vertigineux quand on y pense. La vie elle-même, avec toute sa complexité, ses amours, ses ambitions, tout ça ne serait finalement qu'un long détour, un sursis, un délai, imposé par Eros pour retarder l'accomplissement du but ultime de Thanatos. Chaque être vivant ne lutterait, au fond, que pour mourir à sa propre manière, en suivant son propre chemin. Et c'est sur cette question absolument radicale, que Freud nous laisse. Une pensée qui, plus d'un siècle plus tard, continue de nous hanter et de nous interroger sur le sens profond de notre existence. Est-ce que tout ce que l'on construit, tout ce que l'on aime, n'est qu'une manière très sophistiquée de retarder l'inévitable ? La question reste ouverte.